Bonjour, Alphonse Allais. Alors voilà un auteur du fin du 19e, début du 20e, assez méconnu, mais qui a écrit un nombre de textes courts assez conséquents. Des textes d'ailleurs qu'il appelait aussi des contes. Là, je vais vous lire 3 de ces contes. Le premier s'appelle Trop de kangourous, le deuxième Colidor, et le troisième L'autruche et le crocodile. Le crocodile et l'autruche, pour être exact. Trop de kangourous. À l'heure qu'il est, Paris, si je sais compter, ne recèle pas en son enceinte moins de 3 kangourous boxeurs. Ce chiffre de 3, qui serait insignifiant s'il s'agissait de dénombrer les étoiles du firmament ou les grains de sable du désert, revêt un caractère spécial d'importance pour peu que le recensement des kangourous boxeurs soit en jeu. Longtemps, Paris fut dénué de kangourous boxeurs. On ne s'en trouvait pas plus mal, ni mieux d'ailleurs. Il en vint un au nouveau cirque. Puis les Folies Bergères en offrirent un second. Aujourd'hui, c'est le tour du Casino de Paris qui nous en annonce un troisième pour dans pas bien longtemps. La série, ne cherchons pas à nous le dissimuler, est au kangourou boxeur. Il m'a paru intéressant de rechercher les causes de ce mouvement. À qui pouvais-je mieux m'adresser qu'aux kangourous eux-mêmes? C'est ce que je fis. Les kangourous ne sont représentés à Paris par aucun ambassadeur, aucun consul, pas même un chargé d'affaires. Et pourtant, ils comptent dans la capitale 2 colonies importantes. L'une, modeste, un peu entachée de nihilisme, m'a-t-on affirmé, habite le quartier du Jardin des Plantes. L'autre, composée d'individus plus à leur aise, a fait élection de domicile dans le bois de Boulogne, au jardin d'acclimatation, pour préciser. Ce sont ces derniers que je suis allé voir. Bien qu'il fût grand matin, ces messieurs étaient déjà levés et sautillaient gaiement dans le grand parc que leur a fait si coquettement aménager M. Geoffroy Saint-Hilaire, le grand marchand de chiens bien connu. Les premiers kangourous à qui je m'adressais se trouvaient être de petits kangourous frivoles et sans suite dans les idées. D'ailleurs, nés à Neuilly, ces petits quadrupèdes n'auraient pu me fournir que d'insignifiants tuyaux. Fort heureusement, un vieux sortait à ce moment de sa cabane. Il m'aperçut et se dirigea vers moi, par bonds successifs. Les présentations faites. Je sais ce qui vous amène, dit le sage kangourou. Vous voulez savoir mon idée sur ceux de nos confrères qui se donnent en spectacle, chaque soir, dans les cirques ou les music-halls de Paris. Justement. Eh bien, monsieur, puisque vous avez l'honneur de tenir une plume, dites bien que nous tous, les kangourous, sérieux et dignes de ce nom, nous tenons nos frères boxeurs pour des baladins et des fumistes. Et comme si cet accès d'indignation l'eût fatigué, le vieux kangourou passa sa petite patte sur son petit front et essuya quelques petites gouttes de sueur. Il reprit. Nous appartenons, monsieur, à une vieille famille, honorablement connue dans toute l'Australie, la famille des marsupiaux. Personne, jusqu'à présent, n'avait songé chez nous à s'exhiber le soir dans des exercices ridicules au sein des endroits de plaisir. À quoi faut-il attribuer cette orgie de kangourous boxeurs? Au commencement, j'ai cru à un défi relevé, des naturalistes ergotant sur la disproportion qui existe entre notre tête, nos membres antérieurs d'apparence si frêle, et notre arrière-train composé de 2 pattes terribles et une queue, je ne vous dis que ça, avait insinué que notre avant-train semblait frappé d'une sorte d'atrophie, ce qui est faux, monsieur, dites-le bien à tous vos lecteurs. Quelques-uns de nos frères avaient-ils résolu de démontrer le contraire aux hommes? Je me l'imaginais tout d'abord. Hélas, rien de semblable dans le cas de ces messieurs.
Le vieux kangourou tira de sa poche quelques olives qu'il grignota en s'arc-boutant sur sa queue. « Mais alors, insinuai-je, voici. Un vent de cabotinage règne sur tous les êtres de la création. Les kangourous n'y échappent pas plus que les autres. Et ils sont d'autant plus bêtes, ces imbéciles, qu'on les fait travailler à l'œil, monsieur. Ni payés, ni habillés. On les nourrit, on les loge, et on leur fournit leurs gants de boxe. Et c'est tout. » Très visiblement indigné, le vieux kangourou haussait ses petites épaules. « Il est évident, repris-je, qu'avec cette hygiène, les marsupiaux-boxeurs ne jouiront jamais de votre verte vieillesse. »« Oh, moi, je dois ma belle santé à l'habitude que j'ai contractée de me nourrir d'olives. Tous les matins, mon ami, le poète Jean Sarrazin, m'en apporte une petite provision que je grignote dans la journée, en vertu du vieux principe de l'école de Salerne. Quiconque mange les olives, chaque jour de chaque saison, vit plus longtemps que les solives de la plus solide maison. » Et sur ce quatrain, peut-être pas très authentique, le vieux kangourou me quitta, regagnant sa cabane par bonds de plus en plus successifs. Et moi, je me retirai, très ému de ce que je venais d'entendre, et murmurant, machinalement, « Quiconque mange les solives de la plus solide maison, mange les solives. » Deuxième texte d'Alphonse Allais s'appelle Colidor. Son parrain, un maniaque pépiniériste de mots, avait exigé qu'il s'appelât, comme lui, Polydore. Mais nous, ses amis, considérant à juste titre que ce terme de Polydore était superbement ridicule, avions vite affublé le brave garçon du sobriquet de Colidor, beaucoup plus joli, euphonique et suggestif davantage. Lui, d'ailleurs, était ravi de ce nom, et ses cartes de visite n'en portaient point d'autres. Également, on pouvait lire en belle gothique Colidor sur la plaque de cuivre de la porte de son petit rez-de-chaussée, situé au 5e étage du 327 de la rue de la Source, à Auteuil. Je ne suis pas arrivé à mon âge sans avoir vu bien des drôles de corps. Mais les plus drôles de corps qu'il m'a été donné de contempler me semblent une pâle gnognotte auprès de Colidor. Quelqu'un, Victor Hugo, je crois, a appelé Colidor le sympathique chef de l'école loufoque, et il a eu bien raison. Chaque fois que j'aperçois Colidor, tout mon être frémit d'allégresse jusque dans ses fibres les plus intimes. Bon, me dis-je, voilà Colidor, je ne vais pas m'embêter. Pronostic jamais déçu. Hier, j'ai reçu la visite de Colidor. « Regarde-moi bien, m'a dit mon ami, tu ne me trouves rien de changé dans la physionomie ?» Je contemplai la face de Colidor, et rien de spécial ne m'apparut. « Eh bien, mon vieux, reprit-il, tu n'es guère physionomiste. Je suis marié. »« Ah bon ? » ?»« Oui, mon bonhomme, marié depuis 1 semaine. Encore 1000 à attendre, et je serai bien heureux. »« 1000 quoi ? » ?»« 1000 semaines, parbleu. »« 1000 semaines ? À attendre quoi ? » ?»« Oh, quand je perdrai 2 heures à te raconter ça, tu n'y comprendrais rien. »« Tu me crois donc bien bête ? » ?»« Ah, ce n'est pas que tu sois plus bête qu'un autre, mais c'est une si drôle d'histoire. » Et sur cette alléchance, Colidor se drapa dans un sépulcral mutisme. Je me sentais décidé à tout, même au crime, pour savoir. « Alors, fis-je de mon air le plus indifférent, alors tu es marié ? » ?»« Parfaitement. »« Elle est jolie ? » ?»« Ridicule. »« Riche ? » ?»« Pas un sou. »« Alors quoi ? »
puisque je te dis que tu n'y comprendrais rien. » Mes yeux suppliants le firent se raviser. Polydore s'assit dans un fauteuil, n'alluma pas un excellent cigare et me narra ce qui suit. « Tu te rappelles le temps infâme que nous prodigua le Seigneur durant tout le joli mois de mai ? J'en profitai pour quitter Paris, et j'allai à Trouville livrer mon corps d'albâtre au baiser d'Amphitrite. En cette saison, l'immeuble à Trouville est pour rien. Moyennant une bouchée de pain, je louai une maison tout entière sur la route de Honfleur. Ah, une bien drôle de maison, mon pauvre ami. Imagine-toi un heureux mélange de palais florentins et de chaumières normandes, avec un rien de pagode hindoue brochant sur le tout. Entre deux baisers d'Amphitrite, j'excursionnais vaguement dans les environs. Un dimanche, entre autres. Oh, cet inoubliable dimanche. Je me promenais à Houlbec, un joli petit port de mer, ma foi, quand des flots d'harmonie vinrent me submerger tout à coup. À 2 pas, sur une plage plantée d'ormes séculaires, une fanfare, probablement municipale, jetait au ciel ses mugissements les plus mélodieux. Et autour, tout autour de ces orphées en délire, tournaient sans trêve les Houlbecquois et les Houlbecquoises. Parmi ces dernières. Crois-tu au coup de foudre ? Non ? Eh ben, tu es une sinistre brute, hein. Moi non plus, je ne croyais pas au coup de foudre. Mais maintenant, c'est comme un coup qu'on reçoit, là, pan, dans le creux de l'estomac, et ça vous répond un peu dans le ventre. Très curieux, le coup de foudre. Parmi ces dernières, disais-je donc, une grande femme brune, d'une 40aine d'années, tournait. Était-elle jolie ? Je n'en sais rien. Mais à son aspect, je compris tout de suite que c'en était fait de moi. J'aimais cette femme, et je n'aimerais jamais qu'elle. Oh, fiche-toi de moi si tu veux, hein, mais c'est comme ça. Elle s'accompagnait de sa fille, une grande vilaine demoiselle de 20 ans, anguleuse et sans grâce. Le lendemain, j'avais lâché Trouville, mon castel auvergnat-japonais, et je m'installais à Houlbec. Mon coup de foudre était la femme du capitaine des douanes, un vieux bougre pas commode du tout, et joueur à la manie aux enchères, comme Feu manie aux enchères lui-même. Moi qui n'ai jamais su tenir une carte de ma vie, je n'hésitais pas, pour me rapprocher de l'idole, de devenir le partenaire du terrible Gabelot. Oh, ces soirées au Café de Paris, ces effroyables soirées uniquement consacrées à me faire traiter d'imbécile par le capitaine parce que je lui coupais ses manies ou parce que je ne les lui coupais pas, car à l'heure qu'il est, je ne suis même pas encore fixé. Et puis je ne me rappelais jamais que c'était le 10 le plus fort à ce jeu. Oh, ma tête, ma pauvre tête. Un jour, enfin, au bout d'une semaine environ, ma constance fut récompensée. Le Gabelot m'invita à dîner. Charmante, la capitaine est d'un accueil exquis. Mon cœur flamba comme braise folle. Je mis tout en œuvre pour arriver à mes détestables fins, mais je pus me fouiller dans les grandes largeurs. Je commençais à me sentir tout calamiteux quand un soir, oh, cet inoubliable soir, nous étions dans le salon, je feuilletais un album de photographies, et elle, l'idole, me désignait mon cousin chose, ma tante machin, une belle-sœur de mon mari, mon oncle un tel, etc., etc. Et celle-ci, la connaissez-vous ? Parfaitement, c'est mademoiselle Claire. Eh bien, pas du tout. C'est moi à 20 ans. Et elle me conta qu'à 20 ans, elle ressemblait exactement à Claire, sa fille, si exactement qu'en regardant Claire, elle s'imaginait se considérer dans son miroir d'il y a 20 ans. Était-ce possible ? Comment cette adorable créature, potelée si délicieusement, avait-elle pu être une telle fille sèche et maigre ? Alors, mon pauvre ami, une idée me vint
qui m'inonda de clarté et de joie. Enfin, je tenais le bonheur. Si la mère a ressemblé si parfaitement à la fille, me dis-je, il est certain qu'un jour, la fille ressemblera parfaitement à la mère. Et voilà pourquoi j'ai épousé Claire la semaine dernière. Aujourd'hui, elle a 20 ans, elle est laide. Mais dans 20 ans, elle en aura 40 et elle sera radieuse comme sa mère. J'attendrai. Voilà tout. Et Colidor, évidemment très fier de sa combinaison, ajouta: Alors, hein? Tu ne m'appelleras plus loufoque, hein, maintenant, hein? Le troisième texte s'appelle donc Le crocodile et l'autruche. Il y avait une fois un crocodile qui somnolait au bord d'une rivière. Vint à passer une autruche, une belle autruche, stupide de cerveau et fière des superbes plumes qu'arborait son derrière. Quand elle aperçut le crocodile: Te voilà, toi, grand vaurien, dit-elle avec l'insolence des volatiles de sa caste. Vexé de cette désobligeante interpellation et furieux d'être ainsi réveillé inutilement, le crocodile répondit sur le ton de l'aigreur: D'abord, vous commencez à me raser, vous, avec vos façons de parler à ligue, à tort et à travers. Sachez que je ne suis pas un grand vaurien, mais un grand saurien, ce qui n'est fichtre pas la même chose. Ouf, vaurien ou saurien, peu importe, vous n'en êtes pas moins un des plus vilains moineaux de toute la zone. Dieu, que vous êtes laid, mon pauvre ami. Et en faisant ces mauvais compliments au saurien, car le crocodile est bien un saurien, la ridicule autruche se tournait et se retournait pour faire admirer les magnifiques plumes de son postérieur. À ce moment, un nuage de poussière apparut à l'horizon. « Alerte, alerte !» fit le crocodile complaisant. « Voici venir des chasseurs d'autruches. Filez, ma belle amie, ou gare au bal de ces messieurs. Quant à moi, ma laideur me sauvegarde. » Ouh, le fait est, répond l'autruche, qu'on n'a aucun intérêt à vous tuer, à s'emparer de votre queue pour la mettre sur les chapeaux des belles dames anglaises, comme on fait de la mienne. Au lieu de s'attarder à cette dernière insolence, l'autruche aurait mieux fait de filer, car au même instant, une balle venait la frapper en plein cœur. Le crocodile eut aussi un grand tort, celui de se réjouir de ce résultat, car le bruit qu'il produisit en se frottant les mains fit se retourner un des chasseurs. Une balle dans l'œil le foudroya. Quelques mois après ces événements, dans un grand magasin de New Bond Street, London, une jeune femme d'une rare élégance extrayait de son portefeuille des billets pour payer des plumes d'autruche qu'elle venait d'acquérir. Or, ce portefeuille était fabriqué de la peau de notre feu crocodile, et les riches plumes ne provenaient point d'un autre croupion que celui de notre regretté autruche. Moralité. Soyez vilain ou soyez beau, pour la santé, c'est kiff kiff bourricot. Merci pour votre attention et à bientôt pour une autre vidéo.